Bonjour mes amis, voilà, en avant pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'attends les premiers qui doivent arriver. Ah, voilà, Pierre Terrail de Bayard et Nabil. Bonjour, Ezra Pound, salut. Toujours à Nantes? Alors, Laurent Galili, oui, c'est vrai, on est devenus amis il n'y a pas longtemps. Fauzi, bonsoir. Berchid, alors, bon, c'est un peu loin pour lire, mais bon, Sabrina, Nasser Bencheikh, George Orwell, décidément, des grands auteurs aujourd'hui, un grand admirateur de George Orwell. Salut Ezra, Sabrina Chaouia, bonjour, Aklil Nordin, François Imen Samir, El Marnissi Tariq, Franck David Jacob, salut, Kevin, Ezra Pound, toujours, Sylvie Lecoeur, Johan Tricot, Mohamed Amir, Georges Ferraud, Mehdi Legrand. Alors là, c'est en arabe, je crois que c'est Adil, quelque chose, Mohamed. Ah oui, vous êtes en Suisse, je crois, c'est ça, non? Oui, je crois, hein, c'est Mohamed. Alors, j'ai du mal à lire quand même. Mounir Kedar, Nadia Adhan, Dedel Assaka, MGH, HFG. Voilà, c'est un nom très simple à retenir. Alors, bon, ben, ça défile, ça défile. Marion Mouine, Adel El Samouli, président du Conseil de l'opposition politique d'Égypte. Bienvenue. J'espère que ça vous donnera quelques éléments pour combattre aussi le sionisme. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai proposé un sujet qui s'appelle On tire et on pleure. Bon, je pense que pour la majorité d'entre vous, ça ne doit pas dire grand-chose, à mon avis, parce qu'on n'en parle pas souvent. Il faut vraiment connaître l'histoire des sionistes, leur manière d'être, d'exercer, pour connaître cette célèbre formule, parce qu'elle est célèbre. Alors, qu'est-ce qui m'a amené d'abord à en parler? Parce qu'en général, vous savez, des fois, je ne sais pas, je cherche un sujet, c'est pour ça que je reste une semaine ou deux parfois sans faire une vidéo, parce que je n'ai pas comment dire, d'un sujet d'actualité, je n'ai pas envie juste de parler comme ça, d'entretenir ou de revenir sur des sujets déjà traités. Donc, ce qui m'a interpellé, disons, ou ce qui m'a incité à parler de ce sujet, c'est un article de Libération de jeudi 8 mars dans le supplément des livres. Voilà, le supplément des livres. Et il en fait un titre événement, c'est-à-dire vraiment le sujet principal. Or, le sujet principal, c'est quoi? Il parle d'un livre israélien, d'un roman, sur 2 pages hein, quand même, qui s'appelle « Donne-moi encore 5 minutes » de Jonathan Berg. Alors, de quoi il parle? Donc, cet auteur a vécu dans une colonie. Et, disons, enfin, dans une colonie en Cisjordanie, il a fait l'armée, et comme beaucoup d'Israéliens, il a comment dire, des regrets, des scrupules moraux. Vous savez, les Israéliens, je vais vous dire ça en détail, sont des gens très sensibles. Vous savez,
ils occupent, ils contrôlent, ils tuent, ils torturent, mais ça leur fait mal au cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas. Et donc, j'ai pris quelques citations de l'article. C'est, ah oui, celle qui fait l'article, c'est Alexandra Schwarzbrod. Bon. Pour ceux qui ont lu Confession d'un Saïan, et je reviendrai, elle occupe une place importante dans le roman. Donc elle dit, voilà, c'est ce qui fait la force de Donne-moi encore 5 minutes, premier roman de l'Israélien Jonathan Berg, grandi dans la colonie de Psagot, près de Ramallah. Il sait de quoi il parle. Alors, cette scène, donc, ils font un contrôle, les militaires, c'est leur droit, hein, ils assurent la sécurité, ils défendent leur maison, leurs enfants. Donc cette scène, une scène classique de contrôle, je vous raconterai tout à l'heure une de ces scènes. Cette scène, Yoav ne peut plus l'ôter de sa mémoire, ni le cadavre du Palestinien, dehors dans le jardin où il est venu s'affaler, bouche béante et yeux écarquillés, sur lesquels il s'entêtera à jeter de la terre. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il va se repasser le film de cette opération ratée. Incapable d'en comprendre le sens, rongé par la culpabilité imaginée, ces soldats sionistes, ah, c'est triste pour eux, c'est terrible. Mais on vient de commencer et on va se marrer, je crois, enfin, tristement se marrer. Alors il dit, le personnage, j'en ai vraiment marre de ces soldats qui jouent maintenant les belles âmes, qui tirent et pleurent, et qui pleurent. Donc, d'où le titre de ma vidéo de ce soir, on tire et on pleure. C'est quoi ton problème? Quelqu'un qui lui rappelle un peu, tu as des insomnies? Franchement, tu débarques là-bas, tu réveilles les civils, tu obliges les enfants et les vieillards à se lever au milieu de la nuit pour te voir peinturluré en noir, arme au poing, et c'est toi qui ne dors plus? Mec, tu leur as tué un fils, un gars qui, au pire, avait lancé des pierres ou parlé à la mosquée avec la mauvaise personne. Voilà, vous voyez, les Israéliens ne sont pas des sauvages, hein? C'est pas des nazis qui tuent et qui sont satisfaits du sang versé. Non, pas du tout. Au contraire, ils sont déchirés, c'est terrible. Donc, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, de vous expliquer le fonctionnement pathologique du soldat israélien. C'est vraiment psychiatrique, pathologique du soldat israélien. Tout d'abord, il faut que je vous fasse un petit détour par Libération. Vous savez que ça m'a toujours intrigué. Je suis un grand lecteur de Libération. Avant, dans les années 90, parce que j'étais abonné, mais depuis plusieurs années, parce qu'on nous le distribue dans un centre de sport, etc., où il est dans les bibliothèques. Etc. Et donc, j'aime bien savoir comment il fonctionne ce journal, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est pour ça que j'ai écrit Confession d'un Saïan. Confession d'un Saïan, c'était quoi? C'était l'histoire d'un juif, d'un journaliste de Libération, qui est totalement intégré à la société française. Il est juif, mais athée, intégré, il n'a aucun lien avec le judaïsme, il refuse même de prendre un jour de congé pendant Kippour, le jour du grand pardon. Et donc, il rencontre une juive par hasard, et puis il va assister à une conférence, de fil en aiguille, parce qu'il est amoureux de la fille. Il va rentrer dans le milieu juif et il va devenir un saïan, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler pour le Mossad. Et on va lui dire, voilà, ton job maintenant est de contrôler les contributions
qui sont envoyés à Libération. Et là, il comprend ceci, et là, il rencontre cette Alexandra. Cette Alexandra, c'est qui? Cette Alexandra, elle travaillait, elle était envoyée spéciale de Libération dans les années, au début de la deuxième intifada, dans les années 2000. Elle écrivait des articles très durs contre la répression israélienne. Et au bout de 2-3 ans, il l'avait ramenée à Paris. Moi, à l'époque, j'avais pas fait attention, mais comme j'écoutais les médias judéo-sionistes, ils se sont énormément réjouis de ce rappel. C'est donc, il y a eu probablement des pressions, etc. Donc, cette Alexandra, elle est rentrée à Paris, elle est devenue, elle a écrit des romans qui ont été publiés, elle a mis de l'eau dans son vin, et aujourd'hui, elle est numéro 2 ou numéro 3 de Libération. Et donc, ce qui m'a intrigué, je voulais expliquer, quand j'écris un roman, celui-là en particulier, je voulais expliquer au lecteur de quelle manière Libération soutient, en fin de compte, in fine, soutient Israël. Parce qu'en fait, toutes les critiques qu'il fait, c'est du baratin, c'est du bluff. Voilà. Quelle est l'utilité d'un tel article? C'est de montrer au lecteur que, vous savez, les Israéliens, il ne faut pas croire, ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des occupants bornés, durs, pas du tout. Ce sont des gens d'une grandeur d'âme. Regardez comment cet auteur parle de l'occupation. C'est déchirant. Voilà, vous comprenez. Quand Libération parle comme ça, c'est qu'il évite de donner à ses lecteurs la vraie nature du sionisme. Par exemple, dans Libération, vous ne lirez jamais, ou quasiment jamais, c'est-à-dire on ne leur donne pas de l'importance. Par exemple, les personnages, en ce moment par exemple, il y a deux députés du Parlement palestinien qui sont en prison, en détention administrative. C'est-à-dire sans procès, sans avocat, sans accusation, sans rien. Voilà. On les détient comme ça. Je crois que c'est le seul pays au monde où ça existe. Bon, où on peut retenir n'importe quel, même un citoyen étranger. Je n'ai jamais vu, je peux vous l'affirmer, une photo de ces deux personnages, une campagne de presse pour les libérer, ou au moins pour obliger l'occupant sioniste à les traîner en justice. Non, jamais. Une deuxième chose, il y a un système d'apartheid d'éducation en Israël, un système raciste d'apartheid, c'est-à-dire un système scolaire juif et un système scolaire arabe. Ça, c'est pour les citoyens israéliens, qui sont complètement hermétiques. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Évidemment, un juif ne va pas aller dans le secteur arabe, et les arabes ne vont pas aller dans le secteur juif, il leur est interdit. Mais jamais Libération n'en parle. Donc, en fait, quelle est la tactique de Libération? C'est de donner, comment dire, de faire de temps en temps un article sur l'occupation. Vous savez, les gens doivent en avoir marre, parce que, bon, chaque fois c'est la même chose, etc. Et surtout, de leur dire, attention, il y a un camp de la paix en Israël, il ne faut pas croire. Ce camp de la paix est très important. Il a envie de paix. Regardez, mais comment il parle de l'occupation? Mais quel déchirement, mais c'est terrible. Et c'est ça la force du sionisme. La force du sionisme, vous savez, c'est pas du tout comme le nazisme, le communisme, le fascisme de Mussolini, etc. Pas du tout. C'est ça leur intelligence. Leur intelligence, c'est de faire croire qu'il y a un camp de la paix. De donner de... Vous savez, par exemple, vous prenez 3 grands écrivains israéliens. Amos Oz, David Grossman et Abba Yehoshua. Quand ils viennent en France, ils sont fêtés par l'ambassade israélienne. On leur déroule le tapis rouge. Ils sont reçus par le CRIF, ils sont reçus par les radios judéo-sionistes, etc. Et on rêve que l'un des 3 obtienne le prix Nobel de littérature.
Et qu'est-ce qu'ils font ces écrivains? Ils disent, oh là là, l'occupation, la colonisation, mais c'est terrible, mais c'est pas bien. Bonjour Fatima Zara, mais c'est terrible, c'est pas bien du tout, mais on veut pas de cette colonisation, on veut pas de cette occupation, et ça verse des larmes. Bon, sauf que si ces écrivains sont contre l'occupation, quand il y a des soldats qui refusent d'aller servir dans les colonies, il y en a quand même de temps en temps, c'est rare, et ça existe. C'est rare parce que c'est une société qui ne permet pas l'expression, c'est-à-dire si vous refusez d'aller à l'armée, ou si vous allez à l'armée vous critiquez, ça veut dire que vous sortez de la tribu. Vous perdez vos amis, vous devenez un traître, et c'est très très mal vu en Israël, et c'est très mal supporté. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup. Admettons, ces quelques-uns, comment ils sont traités par ces grands écrivains humanistes, socialistes, etc. Non, ils les condamnent. Ils condamnent ces soldats qui refusent d'aller servir. Parce qu'il faut d'abord obéir. Voilà. Alors, les sionistes c'est vrai, ils ont, comment dire, ils ont cette façon, cette propagande, bon, d'abord parce qu'ils sont intelligents, et deuxièmement, ils savent, par exemple, faire de très bons livres et de très bons films. Le cinéma aussi permet d'exporter dans le monde une vision. Rappelez-vous, par exemple, Valse avec Bachir. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez, si quelques-uns l'ont vu, ou bien il y a un autre, Les Citronniers, par exemple. Donc, en fait, ça sert la cause d'Israël, ces écrivains et ces films. Il ne faut pas croire. C'est fait avec le soutien du gouvernement israélien. C'est-à-dire que, en fait, ces ambassadeurs de la culture sioniste vont à l'étranger et disent nous sommes pour l'égalité, nous sommes contre l'occupation, etc. Et il y a toute une partie de l'intelligentsia européenne occidentale qui se dit finalement, ces sionistes, ils veulent la paix, il y a certains en tout cas qui veulent la paix. Et d'ailleurs, par exemple, vous savez, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps parce qu'il y a un grand opposant en Israël qui s'appelle Michel Warshawski, qui a fait une conférence à Paris et qui a dit, voilà, le camp de la paix, il était très important dans les années 80-90, aujourd'hui il est mal en point, mais il peut revenir, il n'y a pas de raison, etc., etc. On donne l'illusion qu'il y a un camp de la paix. C'est ça le truc. C'est ça l'arnaque. Parce que le camp de la paix, Rabin, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Rabin n'a jamais voulu faire la paix. C'était une arnaque, c'était un coup de poker magistral, extraordinaire. Je vous invite à aller retrouver la vidéo. Donc, c'est juste, c'est ça l'intelligence, le cynisme des sionistes, c'est de présenter, comment dire, un front de droite, d'extrême droite, et un camp soi-disant de la paix. Il y a certains qui disent, oh là là, qu'on finisse avec Netanyahou et que les travaillistes reviennent. Mais c'est exactement la même chose. Sauf que aujourd'hui, de plus en plus, la société israélienne glisse vers l'extrême droite, le mysticisme, le messianisme, etc., etc. Et donc, ça prend de moins en moins. Mais ça continue quand même. Par exemple, comme cet écrivain, qui est évidemment publié par une grande maison, etc., et qui est traduit, qui sont traduits, à qui on donne, vous savez, il y a 3-4 ans, il y a eu au Salon du Livre, l'invité spécial du Salon du Livre était quand même Israël, etc. Donc, en fait, le sionisme a toujours été, malgré ses belles déclarations sur l'égalité, les droits, etc.,
ont toujours été, le sionisme a toujours, depuis les fondations, depuis l'arrivée des Juifs, des pionniers juifs en Palestine, a toujours été une idéologie raciste, impérialiste, mais qui développe un humanisme égalitaire. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. En 1948, bon, vous savez que, bon, le nettoyage ethnique, vous êtes au courant, bon, 95% des Palestiniens ont été chassés, manu militari, il y a eu des massacres, il y a eu des viols, il y a eu, enfin, toutes sortes enfin, c'est terrible, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Mais seulement, pendant qu'on chassait les Arabes, les radios sionistes disaient aux Arabes, surtout ne partez pas, restez, c'est un pays ouvert à tout le monde, à admirer le cynisme, enfin, c'est fabuleux. Et pour leur propagande, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'après, il y a une propagande. On dit, ah mais nous, on n'a rien fait, hein, sur les Arabes sont partis, etc. D'ailleurs, regardez, on a des enregistrements de la radio israélienne qui fait que, voilà, on leur a dit, etc. Et donc, à partir de 1948, il y a eu quelques Arabes israéliens qui sont restés. Et officiellement, Israël s'était déclaré un État démocratique et égalitaire où les Arabes auraient le même droit. Bon, ça, vous savez, Israël se définit comme État juif et démocratique. Et c'est le matraquage, etc. Mais en fait, depuis 1948 et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des allusions dans mes vidéos, il y a un harcèlement au quotidien des Arabes israéliens qui fait que soit on les pousse doucement à partir, soit, tenez, il y a une semaine, j'avais vu un film, enfin pour ceux qui habitent à Paris, je pense ils peuvent encore le voir, qui s'appelle L'invitation au mariage, fait par un Palestinien, très bien fait d'ailleurs, sur une famille chrétienne qui vit à Nazareth et dont le fils, dont la fille va se marier, et le frère qui habite en Italie revient pour le mariage. Et il va avec son père, c'est la tradition là-bas, il va avec son père pour distribuer en main propre l'invitation. C'est dans la ville. Et à un moment donné, petit à petit, on se rend compte pourquoi le fils est parti en Italie. Le père est un enseignant dans une école arabe. Seulement un enseignant dans une école arabe, il a une espèce de contrôleur juif qui passe pour être un ami, mais enfin, il veut pas être contrôleur, mais enfin, on sait quand même, on comprend que c'est un contrôleur. C'est-à-dire que si l'enseignant arabe veut devenir directeur, c'était son ambition de devenir directeur de l'école, il faut que le contrôleur dise, OK, c'est un gars correct, il peut devenir directeur. Donc, vous voyez déjà la liberté des Arabes israéliens. C'est un film de 2018. Hein. Et on comprend que le fils, à un moment donné, il allait à Ramallah, il avait le droit d'aller à Ramallah, il avait des copains, etc. Disons un peu qui s'agitaient, voilà. Et donc le contrôleur, ce fameux contrôleur, à qui l'enseignant voulait, chez qui l'enseignant arabe voulait aller pour lui remettre une invitation, et le fils refuse. Il dit, il n'est pas question que je t'accompagne. Et là, il y a une grande discussion, c'est vraiment très intéressant. Et on comprend que le contrôleur a dit à l'instituteur, il lui a dit, écoute, il vaut mieux que ton fils émigre, parce que il pourrait lui arriver des choses. Voilà. Et donc, il émigre. Donc, c'est comme ça que les Israéliens font partir des éléments, des avocats, etc., des syndicalistes, des éléments qui pourraient amener à la révolte, à la contestation. C'est vraiment un système très perfide. Il faut le connaître de l'intérieur pour analyser à quel point les Arabes vivent dans une espèce de crainte, de soumission et de contrôle. Voilà. Alors, pour arriver
à mon sujet, parce que je fais un détour, vous comprenez. Le sionisme a été une idéologie, comment dire, ils, ils n'ont pas comme les idéologies totalitaires qui viennent, l'arme à la main, qui disent nous prenons, nous occupons, etc. Ils couvrent ça avec des idéologies. Je vais vous en donner une par exemple. Vous savez, la fameuse phrase une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc, les sionistes ont construit, et les Israéliens l'apprennent. Enfin, je veux dire, pour eux, comment dire, c'est une loi, c'est comme ça que ça s'est passé, etc. Les Arabes, et il n'y avait pas d'Arabes, ou quand il y avait des Arabes, ils travaillaient mal la terre. C'était des êtres paresseux qui ne travaillaient pas la terre, c'était des êtres fourbes. Enfin, bref, on voulait présenter, cette présence était, comment dire, comme infectieuse, la présence arabe. Il fallait que les Juifs arrivent et libèrent la terre sacrée de Palestine, parce qu'avec eux, elle allait retrouver la santé, la dignité. Voilà. Les sionistes sont arrivés avec cette idée que cette terre, ils y avaient droit, c'était de droit divin, c'est-à-dire on nous l'a promis. On a un acte de cession divin, de cession divine, si on veut. Voilà. Regardez, c'est dans la Bible, etc. Ou alors, c'est un besoin impérieux. C'est-à-dire que, regardez, on a souffert partout, les Juifs, et bien on a droit à une terre pour, pour nous, pour notre sécurité. Donc, ils ont fondé, il y a toute une, comment dire, il y a un travail. Il faut, vous savez, si je fais ce détour, c'est juste pour vous montrer comment on va arriver au sujet principal. C'est-à-dire, il y a tout un travail de conditionnement philosophique, psychologique, religieux vis-à-vis des Juifs pour leur montrer que sur cette terre, ils sont légitimes, ils ont le droit pour eux, ils ont, comment dire, il y a une légitimité qui va au-delà au-delà du droit international. Il y a un droit historique, il y a un droit divin. Et, donc, il y a une légitimité religieuse. Et les sionistes ont grandi avec cette idée. C'est-à-dire qu'on leur a suriné pendant des années 20, 30, 40, etc., qu'ils avaient le droit à cette terre, qu'ils étaient légitimes. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Et que les Arabes qui y sont, même s'ils sont là depuis des siècles, c'était provisoire. Ou alors c'était comment dire, des gens qui ont volé la terre, ou qui n'ont plus le droit à cette terre. Donc on pouvait les chasser. Et donc, voilà, imaginez que quand ces populations juives dans les années 20, 30, 40, qui étaient levées et qui grandissent dans cette idéologie de suprémacisme, et donc ils pouvaient tranquillement faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire en 48, on a chassé 95%, on a commis des massacres comme celui de Deir Yassin, mais la conscience tranquille. C'est-à-dire, on pouvait le faire parce que c'est notre terre, c'est notre droit. On revient à notre pays. Donc, ils pouvaient le faire. C'était un conditionnement psychologique. Sauf que ces gens-là avaient des valeurs. Ils voulaient construire une nouvelle société juive avec des valeurs juives. Et donc, ça leur faisait, comment dire, il y avait quand même un hiatus. Comment expliquer, comment dire, dépasser cette contradiction? D'un côté, ils ont le droit pour eux, ils ont tout pour eux, mais ils ont commis des massacres. Et c'est là où intervient justement l'élément
comment dire, de la défense, c'est-à-dire on fait ça pour dans l'intérêt supérieur, parce que nous avons des valeurs, mais ce que nous commettons, nous le commettons en état de légitime défense. Nous sommes là, nous sommes venus avec des intentions pacifiques pour reprendre la terre, pour trouver un refuge, mais à partir du moment où on rencontre une résistance, où des gens mal intentionnés nous empêchent d'arriver à notre objectif, on a le droit de se défendre. Et quand on commet des crimes horribles, parce que ça leur arrive, comme celui-là, par exemple, quand j'ai cité dans Libération, ils ont trouvé la parade. Les sionistes ont trouvé la parade. Ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est terrible ce qu'on a fait, mais c'est terrible. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point, mais nous, vous savez, on n'aime pas faire ça. On n'aime pas faire ça, mais on est obligé. C'est l'armée la plus morale du monde. Vous savez, vous connaissez la formule. Nous avons l'armée la plus morale du monde. Et ça, c'est matraqué à longueur d'années, à longueur au lycée, à l'école, etc., à la télévision. Donc, imaginez la schizophrénie de l'Israélien à qui on dit, voilà, on a l'armée la plus morale du monde, et puis il vient, il rentre à l'armée, et puis tuer un Palestinien, c'est comme, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Justement, tout à l'heure, je voulais vous raconter une anecdote. J'ai vu un documentaire israélien il y a 2-3 ans. Donc, un documentaire tout à fait classique, pas du tout opposant. Et il y avait un Israélien d'à peu près 40 ans. Vous savez, les Israéliens adultes font un service, enfin, font 2-3 semaines par an ou 4 semaines, ce qu'on appelle un service, comment dire, les milouim en hébreu, ça veut dire les réserves. Voilà. Et donc, quelqu'un de bien qui a un travail de psychologie dans un hôpital, il parle très bien, il est très doux, il est formidable. Enfin, c'est un mec bien, voilà. Et donc, il avait un problème, disons, de conscience. Alors, le documentariste, c'était un documentariste israélien, ça parlait hébreu avec des sous-titres, il lui dit, alors racontez-nous ce qui est arrivé. Ce qu'il a dit, voilà, moi j'ai un problème, ça me triture l'esprit, etc. Il dit, voilà, nous faisions une patrouille, et à 2 heures du matin, on a frappé contre la porte d'une maison palestinienne. C'est normal pour eux. Voilà, enfin, je veux dire, on a frappé. Non, c'est, voilà, on a, alors imaginez ce que ça veut dire frapper avec des crosses, etc. Et imaginez la frayeur du Palestinien, parce que bon, à 2 heures du matin. Et il tardait à ouvrir. Bon. Et on a lancé une grenade défensive. C'est pas la grenade qui explose, mais en fait, je sais pas, en tout cas. Enfin, toujours est-il que une petite fille de la maison, 5-6 ans, est morte de la grenade. Et là, il dit, c'est israélien, il dit, oh là là, c'est terrible. J'imaginais, j'ai causé la mort d'une fillette de 5-6 ans, on a lancé une grenade, il tardait à ouvrir, mais c'est terrible, etc. Et alors, comment dire, l'intervieweur, il lui demande, bon, ben, si vous aviez ce sentiment de culpabilité, etc., est-ce que vous êtes allé vous excuser auprès de la famille? Parce que bon, les Palestiniens n'en ont rien à foutre. On a lancé une grenade, vous n'avez pas ouvert. Est-ce que vous êtes excusé? Enfin, c'est la moindre des choses, disons. Bon. Et là, l'Israélien, c'est extraordinaire cette scène. Il dit, moi, m'excuser. Et là, il reste quelques instants, comme ça, il réfléchit. Il dit, mais c'est pas à moi de m'excuser. C'était à eux de s'excuser. Aux Palestiniens de s'excuser. Ah bon, pourquoi?
mais parce qu'ils m'ont mis dans la situation de lancer une grenade et de tuer une fillette. Moi, je ne voulais pas. Ce sont eux les responsables. Et là, je vais vous citer une phrase de Godamir. J'imagine que vous connaissez, en tout cas, vous avez entendu parler. Le seul homme du gouvernement, disait Ben Gurion sur elle, parce qu'elle était d'une dureté, enfin, moi, incroyable. Elle avait dit une phrase extraordinaire. Elle avait dit: nous ne pardonnerons jamais aux Palestiniens de nous obliger à tuer leurs enfants. Je répète, nous ne pardonnerons jamais aux Palestiniens de nous obliger à tuer leurs enfants. Parce qu'en fait, les Juifs, les sionistes, ils veulent pas tuer, mais on les met dans des situations. Mais c'est terrible. Et là, voilà, je sais pas si vous voyez, Norman Finkelstein, mythe et réalité du conflit israélo-palestinien. Alors, tenez-vous bien, je vais vous lire quelques extraits, c'est extraordinaire. Donc, d'abord je vais finir, je vais expliquer On tire et on pleure. Il y a eu un documentaire, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver, il date de 10-15 ans, je ne sais pas, qui s'appelait exactement On tire et on pleure. C'est-à-dire, l'Israélien typique, le sioniste, c'est quoi? D'abord, il tire, il détruit, il fonce, il détruit, et après il dit: oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est terrible, mais je voulais pas, mais on m'a obligé. Enfin bon, c'est extraordinaire. Et c'était à propos de l'invasion du Liban de 82. Il y avait un colonel qui avait donné un ordre à un capitaine, je sais pas quoi, un officier, il lui a dit: voilà, avec avec ton, comment dire, tes chars, ta colonne de chars, tu vas traverser le camp de réfugiés, ici, là. Et là, l'officier subalterne lui dit: mais enfin, colonel, on va passer dans des rues étroites avec les chars gros comme ça, et on pourrait les contourner. Enfin, c'est pas, l'essentiel, c'est d'aller vers le nord. Ben, je veux dire, ça lui paraissait, il lui a dit: tu fais comme ça. Donc, il a été obligé de faire comme ça. Donc, avec les dégâts que vous imaginez, on écrase les gens, on détruit bon. Et le type, parce qu'il avait dit, il avait montré une certaine compassion, il a été sanctionné. Et le documentaire d'Arte montrait la problématique de on tire et on pleure. Ça veut dire on fait d'abord l'action et après on regrette. Pour montrer quoi en fait? Pour montrer qu'on n'est pas des criminels de guerre, qu'on n'est pas des assoiffés de sang. Vous savez, les Juifs, pour ceux qui écoutent les médias judéo-sionistes, c'est extraordinaire. Ils parlent des valeurs juives. Vous savez, ils parlent, c'est par exemple quand un soldat avait achevé, pourquoi on l'a poursuivi? Il a achevé un terroriste. Et parce qu'il y avait une vidéo. Mais hier, il y a eu juste hier, ce matin, j'ai écouté à la radio, hier, il y a un Palestinien qui a été tué. Il manifestait, c'est tout. Il a été tué, voilà, basta. Sauf qu'il dit l'armée a ouvert une enquête. Mais c'est tout. Mais on n'en a rien à foutre. Les sionistes font un procès parce que quand il y a une vidéo, et là, ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, ils ont une expression qui est extraordinaire d'ailleurs, qu'il faut connaître. C'est la pureté des armes. La pureté des armes. Pour eux, les sionistes, ils sont convaincus que eux, quand ils utilisent les armes, les avions, les tanks, etc., ils sont purs. C'est-à-dire, ils ne commettent pas de crimes. Ils ne touchent que des choses justes. C'est la pureté des armes. Enfin, est-ce que vous imaginez un peu le délire de ces sionistes? Et donc, je vous ai expliqué ce que c'est. On tire et on pleure, la pureté des armes. Et là, je vais vous lire quelques passages de Norman Finkelstein, parce que après la guerre de juin 67,
il y a eu ce qu'on appelle, elle a duré 6 jours. Et il y a un documentaire ou un livre, enfin bon, on a fait un documentaire qui s'appelle The Seventh Day, ça veut dire le 7e jour. Et on est allé interroger des soldats et on a récolté leurs témoignages. Donc j'ai pris quelques extraits pour vous dire la mentalité sioniste dans ce sens-là. The Seventh Day, le 7e jour, une histoire orale de la guerre de juin 67, fondée sur des propos de soldats d'un groupe de jeunes membres du kibbutz. Donc c'est la crème. À l'époque, c'était la crème de la crème. Est un texte canonique sur l'éthos caractéristique du sionisme travailliste. Alors, l'éthos, ça veut dire l'éthique. C'est-à-dire que on a développé un éthos, ça veut dire on a développé une éthique juive de pureté, de légitime défense, etc. Un des thèmes essentiels du livre est que le soldat israélien ne nourrissait aucune animosité personnelle à l'égard des Arabes. D'ailleurs, la violence qu'il leur faisait subir le tourmentait, le soldat israélien. Le tourmentait. Ah non, je vous assure. Hein. Le boulot à faire était une sale besogne. Mais il devait, hélas, être exécuté. L'anxiété morale que traduit le livre ne résulte cependant pas des effets de la violence sur le vaincu, mais sur le vainqueur. C'est de la corruption de l'âme juive dont il est question ici. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand le sioniste commet un crime, une violence, il détourne l'attention de la communauté internationale, de l'intelligentsia, des critiques. Ils ne vont pas voir le Palestinien qui crève. Non. Ils vont voir le soldat israélien qui souffre d'avoir eu à assassiner, d'avoir eu à torturer et à tuer. Vous voyez, écoutez, moi, je trouve ça fabuleux. Enfin, je veux dire, les sionistes sont arrivés à un degré de perversité, de cynisme. Je crois que les nazis à côté, ils peuvent aller se rhabiller. Alors, il y a un autre soldat qui dit il ne haïssait pas les Arabes, mais qu'en réalité, il éprouvait par-dessus tout de la pitié pour ces pauvres diables. Nous combattons décemment et moralement. Toujours, la morale, elle est de leur côté. Réprimant le sadisme et l'instinct de tueur qui gît en chacun de nous, en fait, d'une manière tellement humaine et bienveillante, même anormale. Ils sont trop, ces sionistes. Ils sont tellement bons que c'est anormal. Ah là 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 là. Alors, il y a quelqu'un qui a trouvé une formule magnifique. Pardonnez-nous notre victoire. Oh, mais attendez, c'est fabuleux. Hein? Vous savez, les Israéliens en 67 se sont livrés à des crimes. J'ai posté une vidéo il y a une semaine ou deux. Vous savez, ils ont commis des crimes de guerre, mais d'une violence, d'une brutalité. S'il y avait une justice, malheureusement, un troisième soldat. Une des choses qui nous caractérise, c'est la tragédie d'être vainqueur. Il faut les pleurer, hein, ces gens-là. Voilà, c'est comme Libération, c'est ce qu'il fait, Libération. Il dit, ce colon, mais c'est terrible ce qui lui arrive, c'est terrible. Il ne regarde pas le colonisé, le Palestinien qui est assassiné, dont on détruit la maison, etc. L'écrivain Amos Oz, celui-là, qui fustige les Arabes pour avoir corrompu l'âme d'Israël en l'obligeant à les détester. Attendez, mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a un assassin et une victime, et c'est l'assassin qu'on doit plaindre. Est-ce que, je répète la phrase, l'écrivain Amos Oz qui fustige les Arabes pour avoir corrompu l'âme d'Israël, parce que l'âme d'Israël est une âme noble,
pure, saine, magnifique. Mais l'âme d'Israël a été corrompue par les Arabes qui ont obligé le Juif à les détester. Les Arabes, c'est une sale race. Enfin, les Arabes ont obligé les Juifs à les détester. Ils les ont amenés, alors que les Juifs, ils sont bon. Voilà. Je crois que c'est très important de connaître cette notion de pureté des âmes, on tire et on pleure. Voilà. C'est-à-dire que ne vous étonnez plus quand vous voyez des sionistes commettre des crimes horribles. Parce qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, ils se disent, eh oui, il fallait le faire, mais vous savez, on n'a pas envie de le faire. Et c'est ça qui est dramatique. Et là, j'aimerais conclure avec cette idée que, comment dire, cette élite palestinienne qui collabore avec l'occupant, qui voit son petit territoire être grignoté, être morcelé. Enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai publié une photo il y a une semaine de colons, la mitraillette en bandoulière, allant à la chasse des Arabes. Enfin, c'est horrible. Je me demande, mais que font les intellectuels arabes? Pourquoi ils ne lisent pas des livres comme ça? Pourquoi ils n'étudient pas l'âme sioniste? Pourquoi ils n'étudient pas ce qui se passe en réalité? Pourquoi ils se laissent berner par les sionistes? Moi, franchement, ça me dépasse. Quand je pense par exemple à cet Algérien écrivain, l'ami de Bernard-Henri Lévy, Boualem Sansal, qui est parti à Jérusalem, occupé, pour discuter de paix avec ses, enfin, j'allais dire un gros mot, ces sionistes. Enfin, pourquoi ils font pas l'effort de comprendre ce qu'est l'âme sioniste, ce qu'est l'idéologie sioniste? Ok, je leur demande pas de se battre, enfin, d'entrer en résistance armée parce qu'ils se feraient massacrer. Mais au moins de ne pas collaborer. Sartre avait dit, Jean-Paul Sartre, je méprise les colonisés qui collaborent avec leurs colonisateurs. Mais c'est horrible. Je veux dire, comment on peut même s'asseoir? Vous savez, ce matin, au Maroc, il y a eu un championnat de judo à Agadir. J'ai entendu sur une radio judéo-sioniste. Il y a une Israélienne qui a gagné la médaille d'or. On a joué l'hymne national sioniste à Agadir, au Maroc. Voilà, enfin, je n'arrive pas à comprendre cette soumission. Comment dire, ils courent vers la soumission, les Arabes, les intellectuels arabes, les élites arabes. Franchement, moi, ça me dépasse. Voilà. Je leur demande pas de résister, de risquer leur vie, mais au moins de ne pas collaborer, de comprendre ce qu'est le sionisme, ce que sont les sionistes, et de refuser d'entrer dans ce jeu diabolique, dans cette soumission diabolique. Mais bon, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Parlez-en de On tire et on pleure, du livre de Norman Finkelstein, Mythe et réalité du conflit israélo-palestinien. Sur ce, Laurent Bourquibé, je vous salue. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Bonsoir.